présidentielle 2022. En débat vous emmène à la rencontre des candidates et des candidats. Inscrivez-vous dès maintenant pour le grand débat le 23 mars à la Maison de la Radio sur h22.fr. Bienvenue dans En débat 2022 au cœur des QG de campagne. Très heureux de vous retrouver pour vous emmener à la rencontre des candidates et des candidats à l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, nous sommes avec Anne Hidalgo qui nous fait le plaisir de nous recevoir dans son QG de campagne. Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour, merci d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes candidate à l'élection présidentielle pour le Parti socialiste. Première question, j'aimerais vous demander quel est le lien que vous entretenez avec le handicap ? Un lien très étroit parce que depuis longtemps, je m'intéresse bien avant d'être élue à cette question. J'ai dans mon entourage amical une amie qui a eu un enfant polyhandicapé. J'ai vu avec elle les galères que c'était pour trouver des lieux, comment elle était obligée de plaider la cause de son enfant pour avoir une solution, pour l'accompagner, le prendre en charge. Et puis je suis aussi d'une génération qui, par exemple, sur la question de l'autisme, était encore sous la coupe de cette pensée très culpabilisatrice pour les mères. L'autisme était la faute des mères dans la relation avec leur enfant, c'était toute cette pensée de Bettelheim. Et j'ai vu aussi, ensuite, en étant élue, la galère, les difficultés de ces familles qu'on renvoyait finalement à un problème qui était un problème personnel, aucun accompagnement, détection pour les enfants, aucun accompagnement et possibilité pour les familles de pouvoir avoir des solutions, y compris des solutions à l'école, dans le cadre scolaire. Autour de cette question notamment de l'autisme, sur laquelle après j'ai beaucoup travaillé en tant que maire de Paris, je me suis dit qu'il y avait là et un retour d'expérience et quelque chose qui était tout faux dans l'approche qui avait été la nôtre et que bien sûr une société, des pouvoirs publics, ça doit servir à protéger, à prendre en compte la fragilité de ce que nous sommes. Et en fait, cette fragilité, elle ne nous pose pas de problème collectif. Quand on la prend en compte, elle nous renforce collectivement. Et donc, j'ai aussi dans mon entourage des personnes handicapées qui m'ont beaucoup appris. Je pense par exemple à Maudy Piot, que j'avais rencontré il y a plus de 20 ans et qui m'a beaucoup appris aussi sur les femmes et sur la situation de handicap. On est restés amis jusqu'à la fin de sa vie. Et voilà, j'ai cette connaissance intime et cette conviction que nos singularités doivent être aussi des forces dès lors qu'on les prend en considération en tant qu'être humain, mais aussi dans les politiques publiques. C'est là-dedans que vous prenez racine pour l'accessibilité universelle ? Enfin, si tant est que ce soit quelque chose que vous défendiez. Oui, je défends complètement l'accessibilité universelle. J'ai aussi avec moi aujourd'hui Jérémy Bourrois qui m'accompagne comme conseiller. Il est aussi président du Conseil mondial des sourds. Et cette accessibilité universelle, oui, je veux la faire mienne parce que je veux, je le dis, je le revendique, une société inclusive. Certains se moquent de ce mot, disent que c'est un mot valise et un mot qui est galvaudé. Si on lui donne le contenu qu'on doit lui donner, c'est-à-dire cette possibilité de vivre ensemble avec nos singularités et de partir de la force, de l'enrichissement de chacune de ces singularités, oui, je prône une société inclusive. Et une société inclusive, c'est une société dans laquelle il y a une accessibilité universelle. Bien sûr, l'accessibilité réelle, voilà, se déplacer, etc., mais aussi l'accessibilité pour les personnes, par exemple, qui ont un handicap mental, qui ont besoin d'un accompagnement à partir du facile à lire et à comprendre. Le FALC. Voilà, le FALC. Bref, je pense que c'est une force inouïe. Moi, je vous assure, j'ai des amis, je pense à Mou Bouakaz, qui a été longtemps conseiller à la ville de Paris, de Bertrand Delanoë, qui me disait, tu sais, ferme les yeux et écoute la voix des gens. Tu verras que tu entendras autre chose. Alors, fermez les yeux et écoutez ma voix. J'écoute votre voix. Justement,
l'inclusion, c'est un mot pour certains trop galvaudé, mais est-ce que ça passe aussi par l'accessibilité numérique des services administratifs, par la digitalisation de la ville? Alors, je précise la ville parce que vous êtes maire de Paris, je ne l'ai pas reprécisé en propos introductif, mais de votre expérience, c'est ce regard-là qui est aussi intéressant si demain vous êtes présidente. Bien sûr, ça passe par des services numériques qui tiennent compte des situations de handicap. Par exemple, on a mis en place à la ville un accès pour tous les malentendants et les sourds, avec des traductions qui permettent, y compris dans les démarches à distance, de pouvoir être accessible à tous les handicaps. Le facile à lire et à comprendre qu'on a développé. Par exemple, on a fait une expérimentation qui pourrait très bien être généralisée, du facile à lire et à comprendre pour permettre à des personnes en situation de handicap psychique de pouvoir participer à la vie démocratique et notamment aux élections. On l'a expérimenté pour les dernières municipales. Donc cette expérience-là, elle est importante, mais j'irais même plus loin. Il faut cette adaptation de tous les services publics et intégrer dans la conception des services publics l'accessibilité universelle. Mais il faut aussi que pour tous ceux qui travaillent sur le numérique, c'est-à-dire tout le secteur du numérique, il y ait la prise en compte des situations de handicap, et y compris dans tout ce qui a trait à l'intelligence artificielle. Ça ne peut pas être inventé par des hommes qui aient une méconnaissance totale ou qui n'aient pas une expérience concrète des situations de handicap. Je crois qu'on a besoin de l'innovation technologique pour pouvoir progresser, mais encore faut-il qu'elle intègre cette question du handicap. Alors justement, on sait qu'aujourd'hui, seulement 4% des sites des administrations françaises ont déclaré leur note d'accessibilité. Vous trouvez ça normal ou pas? Et qu'est-ce que vous proposez concrètement, vous, demain, pour qu'il y ait plus de sites administratifs accessibles, mais également comment on fait pour faire appliquer la loi sur l'obligation que les sites doivent être pleinement accessibles? Vous proposez une autorité de régulation, former les développeurs. Là, pour le coup, pour tous ceux qui nous regardent et nous écoutent, c'est un peu une zone sans droit. Oui, c'est une zone sans droit et il faut s'attaquer d'abord à l'endroit où ça se fabrique. Moi, je propose dans mon programme 4 grandes odyssées industrielles, dont une sur les questions de numérique et une sur les questions de santé. Sur les questions de numérique, cette odyssée industrielle devra intégrer la question du handicap et de l'accessibilité, c'est-à-dire accompagner l'innovation, la création, la recherche, les entreprises, mais l'accompagner en tenant compte de la nécessité absolue de faciliter la vie à nos concitoyennes et concitoyens qui sont en situation de handicap. Donc l'intégrer à cet endroit-là. Ensuite, pour qu'on ne vienne pas nous dire après « Ah oui, c'est très bien ce que vous dites, mais il n'y a pas la solution technique. » Ou alors, on aurait dû y penser avant, parce que là, maintenant, c'est trop tard. Donc, il faut vraiment que ça fasse partie, en tous les cas, ça fera partie de cette odyssée industrielle. La deuxième chose, vous savez, j'ai 20 ans d'expérience politique comme élu local, maire de Paris. Je sais que s'il n'y a pas une détermination sans faille, vraiment un volontarisme absolu et un poids politique fort de celui ou celle qui portera la question de l'autonomie, du handicap et du vieillissement aussi, dans le gouvernement que je proposerai. S'il n'y a pas quelqu'un de fort pour le porter, ça ne marche pas. Parce que c'est une politique transversale, la question justement de l'accompagnement vers l'autonomie. Une politique transversale qui suppose qu'il y ait un ministre, une autorité politique qui ne lâche rien et qui soit en permanence sur le dos de ses autres collègues pour obtenir non pas des bouts de ficelle, non pas puisqu'on a fait ça, on va te donner ce petit bout-là, pour que ce soit vraiment intégré à toutes les politiques publiques. Donc vous, ce ne sera pas une secrétaire ou un secrétaire d'État, ce sera une ou un ministre vraiment en charge de ce sujet
Oui, pleinement. Et donc un ministre délégué ou un ministre d'État? Non, un ministre d'État qui portera ce sujet-là parce que ça suffit maintenant. Ouais. La loi n'est pas appliquée. Et donc, quand on nous explique « Ah oui, elle n'est pas appliquée parce que c'est difficile à appliquer, parce qu'il n'y a pas les moyens, parce qu'il y a des restrictions budgétaires ou parce qu'il n'y a pas la technique pour l'appliquer », ça suffit. Justement, je vais vous interroger sur la loi qui n'est pas appliquée ou du moins qui est peu applicable. La loi Elan, 100% de logements au départ étaient dans le neuf, déclarés comme sur la construction être accessibles. On est ensuite passé à 20%. Ça provoque la colère des associations qui représentent les différents courants de handicap. Vous, qu'est-ce que vous proposez demain? Vous êtes pour, vous êtes contre cette démarche? Est-ce que c'est quelque chose de logique parce qu'il y a une application qui est difficile de la loi à l'échelle d'une commune? Non, d'abord, je me suis beaucoup opposée à cette loi Elan dans cette dimension et je ne l'applique pas sur Paris. Sur Paris, nous avons maintenu le 100%. Nous avons maintenu le 100%. J'ai décidé de le faire. Je n'ai pas accepté justement ce travail, disons-le, de lobby qui consistait à dire bien ça renchérit le coût du logement que d'avoir des logements 100% adaptables. C'est une vision de court terme. Parce que d'abord, l'inclusion, elle doit se faire par le logement et par l'accessibilité du logement. Et en fait, on s'aperçoit aussi, évidemment, c'est l'argument que j'avais essayé de défendre, qu'il y a aussi un vieillissement de la population qui va amener une partie de la population à avoir moins d'autonomie. Le fait qu'on puisse maintenir à domicile des personnes parce que le domicile est déjà adapté, c'est un service qu'on rend à tout le monde. Et donc, le fait de maintenir cette obligation de 100%, pour moi, elle était indispensable. On l'a maintenue et évidemment, je la rétablirais si j'étais présidente de la République. Dans la rue, on a beaucoup de difficultés entre les différents modes de transport, les modes de transport autonomes notamment, individuels, pardon, les trottinettes, les vélos, qui souvent ne respectent pas le code de la route. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle du pays pour que les considérations des situations de chacune et chacun puissent être prises en compte? Vous avez raison, le développement de ces nouveaux modes de déplacement, que d'ailleurs je soutiens, le vélo à Paris, très clairement, je le soutiens très fortement. Les trottinettes, il faut réguler et les vitesses, etc. Et surtout, je constate, comme vous, qu'il y a une non prise en compte des questions de sécurité routière et de sécurité dans l'espace public. Et particulièrement des piétons. Des piétons. Et une très faible application de la loi, d'abord parce qu'il y a beaucoup moins de policiers dans la rue. Donc ça passe bien sûr par du contrôle et de la police, ça passe par des aménagements qui soient des aménagements qui permettent aux personnes en situation de handicap d'être protégées. Par exemple, je vous le dis, je me suis opposée à une expérimentation qui était très poussée dans le 14e arrondissement, notamment par mes amis verts, qui était de supprimer les feux de signalisation, qui en fait s'avérait à un carrefour vraiment une galère absolue pour les malvoyants parce que c'était très compliqué pour eux de s'imposer sur l'espace public. Moi, ce que je proposerais... On rappelle juste, les feux de signalisation, c'est qu'ils sont sonorisés dans la plupart des villes, et surtout à Paris. Bien sûr. Et que donc ça, de l'expérimentation visait à les supprimer. Bien sûr. Et ça, je m'y suis opposée. J'ai dit qu'il ne fallait pas. Ça a été compliqué de le faire entendre à ceux qui voulaient cette expérimentation. Mais je l'ai dit très clairement. Je pense qu'à l'échelle du pays, à l'échelle des villes, ce qu'il nous faut, c'est un code de la rue. Un code de la rue dans lequel il y ait à la fois l'apprentissage de la rue, pour à la fois les piétons, les cyclistes, tous les usagers de la rue, et un code de la rue qui puisse être contrôlé et sanctionné quand il n'est pas respecté. Ça veut dire aussi des policiers, en l'occurrence des policiers municipaux ou des policiers nationaux, pour le faire respecter. Mais le code de la rue me paraît, notamment évidemment dans les centres urbains, où la promiscuité sur l'espace public, le fait qu'il y ait toutes ces
ces conflits d'usage présents qui doivent être régulés, parce que des conflits d'usage, ça ne peut pas se régler par la force des uns vis-à-vis des autres, ou la mise en danger notamment des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées qui ont beaucoup de mal à s'y retrouver. Le code de la rue et sa sanction me paraissent être une des pistes et avec un apprentissage dès l'école. Il faut un apprentissage dès l'école. Avec Paris 2024 en plus qui approche, vous êtes la maire de Paris 2024. Demain, si vous êtes présidente, la présidente de Paris 2024 et donc des Jeux Olympiques et Paralympiques. Tout ce que vous nous décrivez, c'est aussi en cette perspective, je présume. Qu'est-ce que vous proposerez pour les Jeux paralympiques, de sorte à ce qu'on soit sur une ville, et puis d'ailleurs, on le sait, les Jeux ne vont pas avoir lieu qu'à Paris. Bien sûr. Il y a notamment sur les territoires d'outre-mer. Qu'est-ce que vous proposerez pour que l'accessibilité soit pleinement tenue, respectée, et que on ne soit pas sur une logique d'adaptation de l'existant qui serait problématique? Les Jeux de Paris 2024 doivent être une opportunité pour qu'on fasse un bond, mais alors un bond en avant, un bond dans le futur en matière d'accessibilité universelle. C'est pour ça qu'il faut le faire, et aussi sur la représentation des personnes en situation de handicap. J'ai eu la chance d'aller notamment aux Jeux de Tokyo, il n'y avait pas de public, mais aux Jeux de Rio et aux Jeux paralympiques de Rio, et j'ai vu vraiment cet engouement, cette force populaire qui était là autour des athlètes paralympiques, ce changement de regard aussi qui est quelque chose d'extraordinaire, et avec Marie-Amélie Le Fur qui présidente du CPSF, voilà, le CPSF, Comité paralympique du sport français. Elle fait un boulot extraordinaire, et on porte avec elle, et elle a une exigence totale sur le sujet, cette idée d'accessibilité universelle. Par exemple, sur les transports, vous savez qu'à Paris, notre difficulté, c'est un réseau de transport de métro très ancien, sur lequel on nous dit l'accessibilité totale sera trop chère, mais sur lequel on est en train de travailler, sur l'accessibilité d'un certain nombre de lignes qui permettent justement de faire, d'avoir une mobilité à l'échelle de la capitale, où une personne en situation de handicap, prenons par exemple en fauteuil, arrive dans une station de métro accessible, et qu'elle puisse évidemment ressortir à un endroit où il y a d'autres connexions possibles pour elle avec cette même accessibilité. Donc on est en train de travailler sur ce schéma. Il n'y a pas suffisamment de moyens qui sont mis sur la table, je vous le dis tout de suite. Donc pour moi, présidente de la République, je viendrai appuyer cet effort d'accessibilité universelle. Par quoi? Par une autre odyssée industrielle que je propose, notamment sur les questions de mobilité. Et dans les questions de mobilité, pour moi, il y a toute la question de la mobilité électrique, de sortir des moteurs thermiques, mais il y a aussi toute la question de l'accessibilité dans cette mobilité, autour notamment des transports en commun, et bien sûr des transports en commun accessibles. Mais ça dépend de la région. Alors, il y a une partie qui dépend de la région, mais je pense que justement l'État, sur des grands enjeux, des grandes politiques qui sont à la fois internationales et qui doivent nous permettre de changer d'échelle et d'accélérer le tempo sur la question de l'accessibilité universelle, là, l'État doit pouvoir intervenir par le biais d'investissements et d'un soutien à l'investissement. L'État doit donner des impulsions, et là, je donnerai une impulsion, bien sûr, sur cette accessibilité universelle, pour laquelle les Jeux olympiques et paralympiques nous mettent évidemment en tension forte pour réussir. Parce qu'on peut entendre qu'il y ait des stations de métro à Paris qui soient difficilement rendues accessibles du fait de l'architecture, de la propriété des sols, etc., et puis de l'ancienneté. Par contre, on a quand même du mal à comprendre pourquoi la signalétique, qu'elle soit sonore ou visuelle, elle, qui dépend strictement du matériel, donc quelque chose de mobile que l'on peut changer ou faire évoluer, ne soit toujours pas adapté, que ce soit sur la signalétique
vocale pour dire le nom d'une station ou une signalétique plus lisible et plus évidente pour les personnes qui sont sourdes et malentendantes. Bien sûr. Et ça, ce ne sont pas des investissements d'infrastructures lourdes qui nécessitent de changer profondément le réseau, mais en revanche, ce sont des aménagements qui doivent être portés. En tous les cas, ça fait partie de ces sujets que nous portons, que nous allons porter dans le cadre de Paris 2024 et des Jeux paralympiques. Je le dis, moi je pense vraiment que c'est un enjeu majeur. D'abord parce que la France aura rendez-vous avec le monde entier et que dans ce rendez-vous majeur, moi j'ai souhaité qu'on y mette les grands défis qui sont ceux que nous avons à relever. La transition écologique qui est un sujet majeur que nous portons dans ces Jeux olympiques et paralympiques, et la question de l'accessibilité universelle qui est le deuxième enjeu majeur de ces Jeux olympiques et paralympiques et sur lesquels la France ne pourra pas être en dessous de l'ambition qu'elle affiche. Bon, le sujet est très, très large avec plein de détails et j'aimerais vraiment qu'on puisse rentrer dedans, mais malheureusement le temps nous est compté. Merci Anne Hidalgo en tout cas pour toute cette clarté. On va passer à notre question hashtag en 280 caractères et avec la question que je vous pose et que je pose d'ailleurs à toutes les candidates et les candidats à l'élection présidentielle, quelle sera la place du handicap dans votre politique ou votre gouvernement ? D'abord, la question du handicap, l'accessibilité, la conception universelle seront dans les attributions de chaque ministre. Mais j'aurai aussi un ministère, un ministre de plein exercice, un ministre d'État chargé de l'autonomie pour le grand âge et le handicap qui impulsera la prise en compte de tous les handicaps dans toutes les politiques publiques. Bon, je crois que visiblement on a dépassé les 280 caractères. Bon zut, alors on va se débrouiller. On fera plusieurs tweets. Mais merci beaucoup en tout cas de nous avoir reçus. Je voudrais remercier tous ceux qui ont aidé à préparer cette émission, à la production de Blind Design, à la réalisation Léa Fattori, à l'image et le son Mathis Lebert, Léa Fattori, Sharon Martins. À l'édition, Emmanuel Dalseco et Thibaut de Martin-Pré. Et puis évidemment, vous qui nous regardez quotidiennement sur les réseaux sociaux et qui nous suivez. Merci beaucoup Anne Hidalgo. Merci à vous. Merci infiniment. Bon courage. Merci. Sur un fond blanc texturé, apparaissent les remerciements et crédits. Production, Blind Design. Réalisation, Léa Fattori. Image, Mathis Lebert. Sharon Martins, Léa Fattori, Lucas Reverdy. Son, Mathis Lebert, présenté par Anthony Martin-Smith, rédaction Emmanuel Dalseco, Thibaut de Martin-Pré. Interprète en langue des signes française, Jennifer Tederi. Un nouvel écran prend place. Toujours sur fond blanc texturé, des logos apparaissent. En débat 2022, une initiative de l'ADAPT, la CFPSA, 100% en dynamique et APHPP. En partenariat avec handicap.fr, Radio France, Eco Réseau Business, Sud Radio et Blind Design.